Faites entrer le film, épisode 29. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Vivien. Comment ça va les garçons? Très bien, très bien, très bien. Et toi? Comme un lundi. Bah ça va. Comme un lundi, mais un lundi en forme. J'aime bien cette expression, comme un lundi, c'est sympa. Ah, c'est vieux, ça te vieillit. Mais je suis vieux, donc c'est Et pour c'est ça vrai. peut-être que... c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors, on a passé un bon dimanche, les gars? Ah ça a bah, été, super dimanche. ça a été. Nah, c'était un dimanche génial. On dira pas pourquoi, mais c'était un super dimanche, on va pas se mentir. Non, c'était un vraiment super cool. dimanche. Oh, cet effet d'annonce de merde. Grave. Il y a un truc qu'on a fait, mais on dit pas quoi. On a enregistré un super truc hier et vous verrez plus. Le remerciement des 500, c'est ça que tu veux dire? Exactement, Ouais. le remerciement des 500. Merci beaucoup, Oui, d'ailleurs. merci déjà. Merci à tous. Ok. Bon, peut-être qu'on se lance. Ouais, allons-y, je suis chaud. Kev, aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous embarquons sur notre plus beau chalutier, équipé de nos bottes en caoutchouc, de nos plus belles marinières et de nos meilleurs moulinets, parce que l'on va pêcher du gros poisson. Bienvenue dans Opération Espadon. Merde, non, c'était pas ça. Olivier, elles sont où celles que tu m'as envoyé les fiches pour la... je crois que je me suis gouré là. Actor Studio. Ah, Aïe. Donc, Meilleure intro de l'histoire de l'émission. ah oui, carrément. Alors, Bah, on va parler d'un super film. On va parler de Attraper l'espadon. attraper Non, y a l'espadon, pas de- oui. c'est Moby Dick, mais en moins bien. C'est un film de Dominique Senna, celui qui a réalisé 60 secondes, dans lequel on peut avoir. J'espère qu'il fera pas comme son frère et qu'il ira pas dans un mur. Donc de Dominique Senna, oui, pardon. Moi, j'aimerais bien qu'il aille à l'Assemblée nationale, ça ferait le Sénat à l'Assemblée. Oh la vache. Attendez, on a Eh. 2 minutes d'enregistrement là, les gars. Et ouais. On est en forme. Ouais. C'est ton avant-dernier épisode en tant qu'animateur, Vivien. Enfin, pas pour et toute on la est vie, en hein. Grande Pas forme. pour toute la vie. Non, pas pour toute la vie. Pas pour toute la vie. Très bien. Un film de Dominique Senna, celui qui a réalisé 60 secondes avec Nicolas Cage. Sorti en 2001, donc attraper Alors, l'espadon. 60 secondes avec Nicolas Cage, on dirait le titre de ta prochaine sextape. C'est 60 secondes chrono, le titre du film. Ça 60 change tout. secondes chrono avec Nicolas Cage. Donc, ce film, Opération Espadon, sorti en 2001, en juin 2001. C'est un petit film de 1h30 avec John Travolta, hein, que tout le monde connaît, Hugh Jackman, donc notre gros nounours à griffes préféré, Elle Berry, notre cheveux blancs tornade préféré, et plein d'autres acteurs, comme Sam Shepard qui joue qui joue un rôle aussi. Oui, et puis il y a Don Cheadle qui joue... Merde, comment il s'appelle déjà? War Machine. Donc Don Cheadle qu'on peut retrouver également dans la série de films Marvel, hein, dans sa jolie armure. On a fait le tour globalement. On peut entrer dans le film, je pense. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. À part peut-être qu'il a coûté 102 millions et qu'il en a rapporté 147. Ce qui est pas fou. Ce qui est pas fou, ce qui n'est pas un bide, mais ce qui est, c'est un très gros moyen. Ouais, mais mauvais timing au niveau de la sortie du film, je pense. Très, Pour la très sortie du mauvais film, timing Très de faire mauvais un- timing. C'est-à-dire faire un film sur le terrorisme en juin 2001 jusqu'en septembre 2001, surtout avec une sortie en France en 12 septembre 2001, on est sur du très très mauvais timing. Mais c'est pas de chance, j'ai envie de Les dire. étoiles n'étaient pas alignées pour ce film. Ouais. C'est ça. S'il y avait que ça qui était pas aligné. Hein. Il n'y a pas que ça qui n'était pas aligné aussi. John Travolta, hein, qui était pas aligné, qui reçoit, comme tu nous as dit tout à l'heure, Olive, nominé Radio Awards du pire acteur. Et ouais. Voilà. Et c'est pas comme Jamie Kennedy? Mais Jamie Kennedy, c'est lui qui a inventé les Radio Ah oui, Awards. c'est vrai. C'est pas pareil. Ce prix a été créé, cette remise de prix a été créée pour lui. Là, dans le milieu, on appelle ça un Jamie Kennedy. Hein. Ne tenez pas ce que je viens de dire pour acquis, c'est sûrement très faux. C'est très très faux étant donné que Le Fils du Masque est sorti après 2001. Je crois, hein, je vérifie. 2004. 2004. Voilà. Attends, tu parles à quand même deux grands fans du Fils du Masque. Et ça m'aurait fait chier qu'on n'en parle pas dans un épisode. On est obligé d'en parler dans chaque épisode maintenant. Mais du coup, en parlant de Jamie Kennedy, Oui. dans le fond, Quoi? Dans le Non. fond, finalement, quoi? non, il n'y a pas de Jamie Kennedy dans ce film, ce qui ne change pas grand-chose. On y va? On y va. Allons-y. Alors Olive, cette première scène, entre nous dans le film. Eh bien,
On va garder un petit peu de suspense, mais le film s'ouvre sur un homme, John Travolta, qui allume un cigare, qui parle en buvant un café, assis dans un café, on va le comprendre, et qui digresse énormément sur Al Pacino. Jusqu'ici tout va bien, on ne connaît pas les personnes avec qui il parle, mais on va très vite le savoir au moment où il va se lever en appelant avec lui un homme qui s'avère être Hugh Jackman. Ils vont sortir d'un café et on comprend très vite qu'il parlait à des agents du FBI, qu'il y a une prise d'otage apparemment. Il va simplement traverser l'avenue où est situé le café pour retourner dans une banque. Et on comprend que c'est lui, le preneur d'otages. À ce moment-là, on n'en sait pas plus. Il y a donc des otages à l'intérieur de la banque. Tous les otages sont équipés de gilets avec du C4, de l'explosif, des explosifs, et également des fioles remplies de billes d'acier. Et une de ces otages va s'échapper, courir, être attrapée par des agents de terrain pour être mise en sécurité. Et elle n'a veut qu'une chose finalement, c'est retourner à l'intérieur de la banque. Puisque si elle s'éloigne de trop de l'émetteur, c'est à ce moment-là que son harnais d'explosif est déclenché. Et c'est ce qui va se passer. Son harnais va exploser, nous offrir le money shot du film qui s'est retrouvé dans toutes les bandes annonces et qui, on est en 2001 et je crois que c'est le premier film à se permettre post-Matrix de réutiliser la technologie du bullet time puisqu'on a vraiment une explosion au ralenti, la caméra qui tourne autour de l'explosion, on voit plein d'effets, plein de billes qui vont dans tous les sens, beaucoup de voitures américaines qui explosent à ce moment-là, qui se retournent, alors bon, il y avait quand même une petite bonne femme qui était équipée de ce gilet explosif, et on comprend très vite que on va éviter aux autres otages de s'enfuir, et le film après s'ellipse et nous propose de retourner 4 jours dans le passé. Oui, donc ouais, cette première scène, on a un grain particulier déjà, enfin un ton d'image particulier qui va rester tout le film, qui est, alors c'est moche mais en même temps c'est très original et j'aime beaucoup personnellement. Oui, c'est quelque chose de choisi, hein, c'est vraiment l'expression artistique du réalisateur qui a voulu un ton très... il fait très chaud en fait dans le film et le ton est très orangé, Prendre des photos jaune. de C'est ce genre de film qu'on va utiliser quand on tourne à Vancouver mais qu'on veut que... Ouais, moi j'allais prendre comme exemple, on tourne à Vancouver mais on veut que ce qu'on tourne se passe à Miami. Du coup on met un espèce de filtre, c'est pas sépia, c'est très orange pour vraiment donner un côté très saturé, très chaleureux en fait à l'image. Et l'image tout au long du film va être comme ça. Ça te donne un peu le même effet que quand on regarde Matrix, donc après c'est sorti en DVD, quand l'image est beaucoup plus verte que l'original. Là c'est la même chose sauf que c'est, on va dire, de l'autre côté du cercle, sur un ton beaucoup plus chaud, beaucoup plus, pas accueillant pour le coup, beaucoup plus, on va dire, ça remet la place de l'image à sa place d'image en fait, et pas du tout à la place d'un film dans lequel on peut vraiment entrer facilement. C'est ce que je trouve personnellement. J'ai rien compris. Ça remet l'image à la place de l'image à laquelle... Ce que je veux dire c'est que avec ce ton de couleur, j'ai vraiment l'impression de regarder un film, alors qu'avec un ton normal, on entre plus facilement dans le film. On sait qu'on regarde un film, mais ça nous dérange pas. Là, je trouve que ça dérange parce que on voit qu'on voit un film. Ouais, donc ça te sort du film et tu es remis à ta place de spectateur qui regarde. Beaucoup mieux et beaucoup plus simplement ce que j'arrive pas à dire. C'est mon métier, Bichon. Kevin ? Je suis d'accord. Merci. Ok, on y va. Allez. C'était quoi la question ? Non mais rien. Pardon. Non, là on allait parler, on parle d'un film, Kevin, je sais pas si tu vois, Attraper l'espadon. Ah oui, je le connais bien celui-là. C'est bon, tu l'as ? Alors, le dialogue de la scène d'intro n'est pas non plus anodin. Ouais, c'est ça, il va planter l'histoire du film et quelque chose qu'on va retrouver de très très récurrent, c'est que les bad guys ne peuvent jamais gagner à la fin d'un film. Il va faire beaucoup de choses. Tout le film va aller dans ce sens-là et on va régulièrement nous rappeler que les méchants ne gagnent pas à la fin. C'est qu'il faut une happy end pour que le public soit content. C'est quelque chose qui va revenir très très régulièrement. Et c'est souvent John Travolta, Gabriel dans le film, qui va parler de ça, un peu comme s'il brisait le 4e mur et qu'il s'adressait au spectateur alors qu'il ne s'adresse pas au spectateur. C'est très méta. Et je pense que dans cette première scène, de toute façon, le 4e mur est brisé avant qu'on se rende compte qu'il parle à d'autres personnages, parce que à plusieurs moments, le John Travolta parle à la caméra. Il parle face à lui, oui, en regard caméra, et avant qu'entre dans le champ d'autres personnages, c'est vraiment à nous qu'il parle en fait. À nous. Mais t'as l'impression que c'est un message préenregistré en fait. C'est ça. Comme si un mec parlait à une caméra pour la donner à,
J'en sais rien, tu sais, mais pour la diffuser en vrai. Sans aucune raison, en fait, hormis ce regard un peu caméra, ça m'a fait penser un peu à Snatch, la scène d'ouverture de Snatch, où c'est pareil, on a Statham qui parle, on sait pas à qui il parle au départ, et il s'adresse un peu à nous en se présentant et en présentant son acolyte, et qui nous explique après qu'il va raconter son C'est histoire. vrai. Et il y a un acteur qui a joué dans les 2 films, Vinnie Jones. Est-ce Alors. qu'il joue dans Scrubs? Non, à mon grand désarroi. Est-ce qu'il joue dans un film avec Jamie non. Kennedy? J'ai pas vu tous les films avec Jamie Kennedy. En même temps, je crois qu'il n'y en a pas tellement. Vous savez qu'on va finir par faire une émission spéciale, genre table ronde avec des guests. Et aujourd'hui, on vous parle de l'œuvre, l'intégrale de Oh Jamie non. Kennedy. Bon, on va se C'est-à-dire faire qu'on chier. doit re-regarder le Fils du Masque. Pendant longtemps. Ça veut dire que merde. Ça veut dire que rien du tout. C'est un film de merde. Retournons sur Attraper l'espadon. Cette première scène qui, je trouve, est la seule scène avec, on va dire, une réelle... Une intention de réalisation, tu veux dire une réelle intéressante sur cet effet. En fait, toute la scène va être très mobile. On est vraiment sur du Michael Bay alors que c'est immobile. Enfin, ce que je veux dire, les personnages sont immobiles, mais la caméra n'arrête pas de bouger, de cut dans tous les sens. Et on va avoir... C'est normal, ils sont sur un bateau. Pas du tout. Quoi? La première Attraper scène, ils sont passés- l'espadon. Ah bah oui, parce que le chalutier. Parce que Ah attraper oui, l'espadon. c'est marrant. l'espadon. Faut suivre un peu. Vous avez pas vu ce film en vrai? Ou je suis Cet peut-être épisode va tombé être sur un compliqué, autre je film. Je pense que t'es tombé sur un autre film. Non, mais c'est très intéressant parce que moi, en voyant cette scène, je m'attendais à un film vraiment intéressant au niveau réalisation, au niveau choix. Et notamment quand, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces effets de mise au point constant, ça arrête pas de bouger. Et même quand la caméra est immobile, l'image bouge à cause de la mise au point qui est refaite constamment en live. Et cette mise au point, par moment, est en raccord avec les mouvements du geste du personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que pour faire une mise au point, on utilise des différents pas outils, oui, des outils, des anneaux en gros, un anneau qui est motorisé à distance ou qui peut être bougé à la main, tout simplement, comme en photo, comme en vidéo, tout ça. Et donc en tournant cet anneau dans un sens ou dans un autre, on permet d'avoir une mise au point sur les objets qui sont loin ou les objets qui sont proches. Et dans certaines scènes, la mise au point est faite de telle sorte à ce que quand la mise au point est faite, donc quand l'anneau est tourné, entre guillemets, le cigare de John Travolta va être tourné également dans un sens puis dans l'autre. Comme si la mise au point était faite par ce cigare. Oui, mais j'ai bien vu ça, mais alors, je pense que c'est une intention de réalisation. Ce qui veut dire derrière, je sais pas, et je pense que c'est plus une figure de style que vraiment une intention. C'est souhaité par le réalisateur. Après, est-ce qu'il voulait exprimer quelque chose par ce biais-là, je suis pas sûr. Ok. Et on a utilisé le mot intention de réalisation, désarroi, qui sont des mots compliqués pour notre émission, je trouve. Je suis assez. Ça je suis me assez rappelle circonspect. on va dire les débuts de l'émission quand on expliquait des mots ou des termes cinématographiques. Ouais, quand on se prenait au sérieux, ouais. Ah, quand on Ouais. se prenait au sérieux, je me souviens. Genre, On a compris. on parlait que, sous voilà. l'eau aussi, ouais. Ouais, je me souviens de ce fameux premier épisode de Felf où t'as l'impression, quand tu nous écoutes, qu'on parle dans de l'eau. Bonjour, et bienvenue dans Felf, l'entrée de film, une émission qui rigole. Tout revient à cette histoire de bateau, encore une fois. Hein. Tout était lié. Hein. Encore une fois, on revient, c'est très aquatique. Donc, continuons. Mais tu sais que si on avait une machine à voyager dans le temps, Alors les gars, je vous avais dit qu'elle marchait cette machine temporelle. J'en attendais rien, mais waouh, super, on peut voyager dans le temps, mais c'est un truc de fou, c'est fou. Ouah, Doudou, la dernière fois que je t'ai vu comme ça, c'est au million d'abonnés. V. Ok, t'as trouvé une machine qui voyage vite fait dans le passé, mais Doudou, non. Kev, c'est mon doudou personnel à moi. Non, mais c'est juste fou, mais fou. T'as raison, V, j'avais pas vu comme ça depuis notre premier million d'abonnés. Ah, le bon vieux temps, ces instants d'insouciance, tout ça. Eh Olive, on n'est pas là pour éplucher les lentilles non plus. On a une mission. Non, mais attends, elle distribue en plus le café. Kev, focus. V a raison, on a une mission. Je sais, sauver YouTube, le monde, et si possible, le système solaire, que si on a le temps. On est où là finalement? Oh waouh, on est remonté loin. Regardez, c'est l'épisode 30. Non, 29. On était mauvais, punaise.
Oh, je trouve pas. J'aime bien. Bon allez, on file. La machine est testée, il faut maintenant nous empêcher de détruire la timeline. Ok, faisons comme ça. La time quoi? Direction l'épisode 35. Ce n'est pas très loin d'ici, et visiblement les premières traces de fissures temporelles sont là. Vers l'infini et l'épisode 35. Wouhou! Je t'ai déjà dit qu'on n'a pas de DeLorean. Moi, je m'en remets pas, hein. J'arrive pas à m'y Ouais, faire. je sais, mais... Et entre nous, qui serait Doc et qui serait Marty? C'est ça aussi, on peut pas? Ah ouais, c'est vrai. Et puis, qui ferait le chien? Bah, Qui ferait le chien Viens, on a compris. Hein? Arrêtons, on va pas tergiverser. Non mais Il faut pas stigmatiser Les gars, tout le temps les mêmes voyager- personnes. Mais tu sais quoi, je veux bien être voyager le dans le chien, temps, ce n'est parce pas que possible. je sais, effet de causalité, tout ça, un effet ne peut jamais rétroagir sur sa cause, blablabla, je sais, tout ça. J'ai eu un bac S, c'est pas vrai. T'as eu un bac, c'est pas vrai. J'aimerais bien quand même. Ouais, j'ai eu un bac, j'ai vomi dedans. Hein, c'était à ça que servaient les bacs à l'époque, souvent tu vomissais dedans. Comme Kevin qui vomit dans son taxi, quoi. Je m'en rappelle pas. C'est bien ça le problème, Kevin. C'est que tu t'en souviens pas, c'est vraiment qu'il y a un problème. Tu vas le faire passer pour un alcoolique. Je m'en souviens putain. J'ai un chaton qui est agrippé dans mon dos et ça fait un peu mal à l'instant précis où je vous parle. À un moment donné, on va parler du film, hein, mais Oui, donc, bon, scène 2, on parle de Hugh Jackman quand il se fait sucer pendant qu'il doit hacker un truc, ça va être bien. Ça va être, avant ça, on est non, introduit pas ça. à un hacker finlandais qui entre sur le terrain C'est américain vrai. et on va être introduit à on va dire la première intrigue, si on oublie l'intrigue d'intro qui est dans le futur. La première intrigue qui est celle de ce hacker introduit et que ça embête beaucoup le sénateur des États-Unis de Los Angeles qu'il se soit fait arrêter. On n'aura jamais de réponse à ça. Non, on n'aura absolument aucune réponse parce qu'il va se faire tuer beaucoup trop vite. Avec le plan le plus millimétré du monde. Oui, c'était que c'est un plan très très précis pour pouvoir le tuer lui. Hein. Pour le coup, le gars, il est dans les locaux du FBI. Et il arrive à s'enfuir, on ne sait pas comment. Puis j'aime bien, en toute détente, hein, il se dit ça a marché. Mais quand il est dans les locaux du FBI, t'as un mec qui arrive qui dit hey, on a un appel pour toi du vice-directeur du FBI, pour le coup. Le mec fait ok. Il y va, il décroche, personne. Parce que c'était un mec qui était rentré avec un de ses potes pour assassiner le hacker, qui avait pris son téléphone. Et j'aime bien, c'est pas à clapet, mais c'est coulissant, là, ça fait... C'est le Matrix Phone. C'est le Ouais, Matrix c'est ça. Phone, c'est le Nokia 7110 pour être précis. Ouais, ça rappelle des Je suis souvenirs. vieux. Je suis vieux. Et donc ils font semblant de l'appeler en mode oui, je dirais. Il sort un silencieux, bim bim, il bute l'avocat, comment on appelle ça, Le hacker. le hacker et il se casse. Mais en mode détente. Genre le FBI c'est du gruyère. C'est ça. Et la plupart des plans qu'ils vont avoir tout au long du film, c'est des plans que à l'arrache comme ça, mais qui fonctionnent toujours tout seul. Bah, Finalement, ils sont peut-être pas si à l'arrache que ça. Tu peux comprendre ce que tu sens bien que, par exemple, Gabriel, qui est à la tête de l'organisation, qui entre autres fait buter le hacker, etc. Tu sens bien que le gars, bon, déjà les balles, elles glissent un peu sur lui, hein, ça on est d'accord. Mais le mec, il rigole pas, quoi. C'est un très 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 gros calculateur. Bah, il fait partie de la loge noire surtout, hein, donc la loge noire ça fait peur. Ah, j'ai le dos déchiré, saloperie de chat. Continuez sans moi. Laissez-moi ici. Ok. Je peux plus. D'accord. Donc Vivien, on en était où? Non, reviens Olivier, reviens. Alors, scène suivante, on a Wolverine et Tornado dans la même caravane. Ouah, ça commence vraiment bizarre cette blague. Tornado, c'est le cheval de Zorro. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tornade, tout court. Ah oui. C'est Storm. C'est pas Stormo. Ça n'a pas de sens. Storm et Wolverine sont dans la même pièce, enfin dans la même caravane. C'est un peu le début d'une blague nulle. C'est ce que j'ai dit. Ouais, mais entre-temps, j'étais mort. Du coup, j'ai pas entendu. Ah merde, t'es revenu? Wolverine ne sait pas jouer au golf. Oui. Tornade lui apprend, enfin lui montre que elle essaie. Eh Kevin, on joue au jeu de celui qui interrompt le plus Vivien pendant qu'il essaie de raconter Non, ça l'histoire. se fait pas parce que Vivien, après, ils vont dire on le respecte pas. Non, c'est Tornade vrai. en ça. petit, Donc Wolverine et Storm en sont dans petit- une caravane. en petit kawaii rouge. C'est même pas un kawaii, en fait, c'est une robe, je suppose. Enfin bref, Moi, j'aime bien Libéry quand même. Je la trouve plutôt. C'est une bonne actrice. bonne- Bah, mais en vrai, dans ce film, elle est là juste pour sa plastique. Hein.
Oui. Et ça ne sert qu'à ça. Ah oui, C'est une figure visuelle. une femme. Ah oui, voilà. Oui, c'est un peu la femme fatale du film. Oui, c'est son rôle. Son seul rôle. Même Cameron Diaz avait plus d'importance dans The Mask, par exemple, qui est aussi Mhm. la femme fatale. Son rôle, c'est vraiment femme fatale. Elle avait plus de lignes de dialogue que Halle Berry dans Opération Espadon, je pense. Ou que Angelina Jolie dans 60 secondes chrono. C'est vrai. On avance parce que là, les gars. Donc, en fait, on va apprendre que Hugh Jackman, donc Stanley, est un ex-hacker qui est privé de sa fille parce qu'il s'est fait arrêter, il est allé en prison et qu'il a perdu les procès. C'est pas un méchant garçon en fait, c'est juste un hacker on va l'apprendre plus tard, qui a essayé de dénoncer on va dire une surveillance illégale de l'État. Et il va essayer de se faire recruter par Gabriel justement pour hacker un gros ordinateur avec plein d'écrans. Alors, il va pas essayer de se faire recruter par Gabriel. C'est Gabriel qui vient le débaucher par l'intermédiaire d'Halle Berry. Je ne sais plus ce que j'ai dit. T'as dit l'inverse en fait. C'est pas Hugh Jackman qui veut se faire embaucher par Gabriel, c'est Gabriel qui a Oui. besoin de Hugh Jackman. Ok. Et Hugh Jackman, il est pas d'accord au départ. Globalement, lui, il veut mener une vie tranquille et essayer de récupérer sa fille, qui donc est élevée par son ex-femme qui s'est remariée, Producteur porno. un producteur de films porno. Voilà, on ne juge pas. Chacun son métier. Mais lui, il aimerait bien déjà, ne serait-ce qu'avoir le droit de voir sa fille, droit qu'il a perdu, on le comprend au début du film. Et évidemment, Halle Berry arrive avec un énorme sac de pognon en lui disant « Mais même si tu dis non, tu repartiras quand même avec tes $100 000 de mémoire ». Ce qui représente quand même beaucoup de dollars. Et même si au départ il refuse, moi j'ai l'impression de voir l'histoire de Ant-Man, le Marvel qui est sorti là ces 5-6 dernières années là, c'est exactement la même chose. C'était un braqueur à la petite semaine qui avait une fille, il fait de la tôle, il sort, il veut pouvoir revoir sa fille, mais pour revoir sa fille, il va falloir qu'il retrouve une vie stable, un boulot, etc. Chose qu'il va avoir beaucoup de mal à faire. Et Stanley dans Opération Espadon, c'est la même chose. D'accord. C'est vrai que je crois pas avoir vu Ant-Man de souvenir, ou je m'en souviens pas. C'est le héros du film de toute façon. Oui, non, bien sûr. De toute façon, Stanley. Donc, même si on comprend qu'il a fait des choses qui étaient pas bien, et quand tu comprends ce qui était, enfin, quand on t'explique que t'as hacké, c'est pas bien, mais qu'au final, il voulait dénoncer quelque chose, donc ça fait de lui un hacker gentil Ouais, ça fait, et beau gosse. ça fait de lui un good guy. Tu vois que 4 styles de hacker possibles dans le film. Le premier qui est mort, mais qui avait l'air standard. Wolverine. Et les 2 autres que tu vois qui travaillent pour le FBI, c'est des beaufs. Ah oui. Mais beaufs ultra. Ils sont dégueulasses et ils font que des commentaires de beaufs. C'est vrai. Hugh Jackman qui va pas accepter mais juste suivre la femme en rouge. Halle Berry. Elle s'appelle Ginger. Ginger, c'est vrai. Donc il va suivre Ginger à LA, rencontrer Gabriel, se faire sucer par une pute pendant qu'il déverrouille un ordinateur du FBI. Attends, je suis en train de faire fonctionner mon cerveau et d'analyser ce que vient de dire Vivien. Je digère. Ok, c'est bon. Donc il se fait sucer par une pute, on est d'accord, très bien. Il a un flingue sur la Ah ouais, tempe. c'est vrai, j'avais oublié ça. Et on lui dit, tu dois le faire en 60 secondes chrono. Y aurait-il un lien avec son film précédent du réel ? Peut-être, je ne sais pense pas. que c'est un clin d'œil. Parce qu'il le fait plusieurs fois. C'est un gros clin d'œil, c'est un clin de pied, tu vois. C'est le mec qui fait un clin d'œil, qui tire la langue et qui reste 20 minutes C'est comme ça. Pour bien que tu comprennes que je crois qu'il avait un message à te faire passer. Ah, c'est de l'autofellation. Non, en là fait, c'est d'accord, juste fellation par l'autre blonde là, fausse blonde. Du coup, fellation terminée, code craqué. Et flingue actionné, mais pas de boulet. Pas de balle. Je suis perdu dans ma propre on doit faire que des trucs de rime. Parlons en Alexandrie. En alexandrin, du coup, parce qu'Alexandrie c'est une ville. Alexandra c'est une personne. L'alexandrin, ce sont une forme. J'ai dit d'écriture. Alexandrie, Ouais. je suppose. Voilà. Je me suis dit, excuse-moi. Ouais, mais c'est parce Et que t'as Alexandrie, pensé à la chanson oui. de Claude. Oh la vache. Ça va être long. On a parlé de 10 minutes Non, de film. on est à 30 minutes de film. recording. Oh, Ouais. Déjà Ah bah ça mais va, ça vraiment, va. on est dans les temps, on est dans les Ouais, temps. ça va, on est bien. Vas-y, fais des blagues. Vous connaissez l'histoire de la mouche qui pète? Non bon, Et tu connais l'histoire du con qui dit non? Et donc, Eh, tiens mon doigt. Ah bah non, on peut pas. Vivien, excuse-nous, vas-y, parle-nous du film. Oui, la fellation du coup, Vivien. Non, mais là c'est fini.
Parce que 60 secondes. Ah merde. Ouais. Ah mince, déjà. Ginger va vite fait flirter avec notre héros Stanley. Et au final, Stanley va donc suivre Gabriel dans sa villa, où il va y avoir encore plus de filles bonnes à poil, pratiquement, je crois, je sais plus. Sans eau. Oui, enfin, on comprend que Gabriel a de l'argent. On comprend que c'est un méchant. Au départ, on pourrait, il a la classe. Enfin, déjà, bon, c'est John Travolta, mais tu comprends que c'est le mec qui roule avec des voitures qui n'existent pas. Voilà, très bien habillé. Bon, John Travolta est resté bloqué en 1994 puisqu'il a la même dégaine Que que de dans Pulp Fiction. Ah, c'est ce que Coupe de j'allais feu. dire. C'est le Pulp même. Fiction, c'est Vincent Vega mais qui s'est fait des mèches blondes, quoi. Je veux dire, bon, on en est là. C'est pas quelque chose que je trouve dérangeant. Au final, je trouve le Razzie Award un peu méchant. Je sais que Non, et puis il s'est fait pousser un peu de la barbe. Enfin, un petit Bah, trait. le Razzie Award, il l'a eu pour son jeu. Non, parce mais il qu'il l'a joue pas eu, comme il a un- juste été nominé, ça va. Non, il a été nominé, mais il a été nominé pour son jeu. Non, mais tout le monde dans ce film joue mal. même s'il a été En nominé, vrai. déjà oui, on va dire c'est le film global qui est mal joué et du coup ça dérange pas tant que ça. Je trouve personnellement. Et puis même John Travolta, il a toujours été un peu dans ce mauvais jeu sur jeu. Je veux dire, tout le monde lui crache dessus pour ça, mais j'ai envie de dire, John Travolta, c'est ça. Et si tu veux pas de ça, tu prends pas John Travolta. Non, mais c'est vrai en plus. Et puis, pour le coup, il est vraiment dans son personnage. Tu sais, ça me fait un peu penser quand il était dans Volte-Face. Ou pareil, hein, pour le coup, t'as Nicolas Cage et Travolta, donc deux des mecs qui surjouent le plus dans l'histoire d'Hollywood. Hein, mais ça matche bien. Et on peut pas, en vrai. À Travolta, là, on va dire qu'il surjoue un peu son rôle de grand méchant, son rôle d'intelligent, tu sais, de mec un peu hors cadre. Il est un peu grandiloquent. C'est ça. oui, Mais hors quand cadre. tu vois à côté Ali Berry et comment il Hugh s'appelle Jackman. et Jackman, tu te dis bah en fait c'est le seul vraiment qui suit son texte. Et les deux autres sont encore plus sont Mais morts les les deux autres. autres, à ils l'intérieur. ont beaucoup d'interactions ensemble. En même temps, pas tant que ça, mais ils en ont suffisamment pour qu'on puisse les raccrocher ensemble. Mais ils sont tous les deux dans un jeu très différent. Ginger, elle joue son rôle de femme fatale, objet sexuel, voilà. Et Hugh Jackman joue son rôle de je sais pas trop quoi, que je suppose c'est comme ça qu'ils s'imaginent les hackers. Ouais, mais il les joue pas spécialement bien en vrai. Mais c'est qu'ils jouent tous différemment, mais en même temps ils jouent tous dans un ton faux, et du coup ça fonctionne pas en même temps. Ce film est très étrange. Oui, mais celui qui m'a le moins dérangé, on va dire, c'est Moi, il me fait Travolta. marrer déjà à la base. En vrai, je suis d'accord avec toi. En vrai, je suis d'accord avec toi. Et Don Cheadle. Don Cheadle, pour le coup, je pense que c'est celui qui tient le plus son Oui, rôle. mais lui il joue pas un good guy, il joue pas un bad guy, il joue juste un flic, tu vois. Ouais, mais il joue le bad cop du FBI et il le joue plutôt bien. Ouais, donc, sauf qu'il a une gueule d'ange. voilà. Ça fait longtemps que t'as pas vu d'ange, hein, parce que Oh là, oh là. j'adore Lucifer. J'ai pas encore fini la dernière saison. Est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Bref, Gabriel, John Travolta, va donc recruter Stanley, Hugh Jackman, parce qu'il va accepter, parce qu'il y a quand même beaucoup de millions de dollars à se faire. La mission qui lui est donnée est dans les cordes de Stanley. Et donc Gabriel, une fois que Stanley est dans sa villa, va l'emmener à son poste Et là, de travail. Attention, Et- le surjeu. Et là, on se rend compte que le film a mal vieilli, parce que... Je rigole avec l'avance. Parce que on l'emmène dans une salle isolée, en sous-sol, à l'écart du monde, en fait, dans la villa. Et là, on lui présente deux machines. C'est-à-dire, on voit pas tellement l'ordinateur, mais on voit les 8, 12 ou je ne sais pas combien il y a d'écrans dedans, ce film. Mais c'est pour bien que tu comprennes, toi, en tant que spectateur, que, attention, là, c'est un travail de hacker, tu vois. Il y a beaucoup d'écrans. C'est ça. Mais le truc qui me fait vraiment rire, c'est que donc t'as un espèce de fond d'écran, enfin de veille, qui fonctionne sur tous Oui. en même temps et ça fait genre un cercle. Et waouh, ils sont tous connectés entre eux. Et non, mais le pire, c'est que lui, c'est un hacker, donc ça a l'air d'être un bon hacker, vu que c'est un des meilleurs du monde. Le deuxième, enfin, un des deux meilleurs du Le monde. premier étant mort au début du Parce que film. oui. C'est ça. Et il arrive et il a l'air émerveillé. Genre, Wow, plein d'écrans. Il y a ça, tellement c'est d'écrans du pixels. matos. Et j'ai deux claviers. Wow. Waouh! Pouvoir faire tellement de choses, genre écrire sur un clavier avec mes deux mains, puis sur l'autre avec mes deux mains.
T'as l'impression que Gabriel se transforme d'un seul coup en agent immobilier et il emmène enfin son client dans les sous-sols pour lui dire et vraiment, je vous réserve le meilleur pour la fin, les amis. Attention, on est dans une salle de 30 mètres carrés, 9 écrans, intérieur cuir, climatisation, du bonheur. Le meilleur de la crème du meilleur. C'est moi qui ai choisi personnellement. Waouh. Tout ça au même endroit. Le tout, bien sûr, hein, l'agent immobilier avec un verre de vin, une cigarette, une cravate rouge. Je veux dire, la totale. Century 21, tu peux aller te rhabiller. Ouais, ça finit par voilà. monsieur Stanley, de baisser votre pantalon. On va conclure. Mais Non, ça y est, c'est fini, il s'est fait sucer déjà. ah merde. Et tout le monde se souvient de ce film que pour cette scène, vraiment que pour les 60 secondes où Hugh Jackman se fait sucer pendant qu'il doit Non, je pense que c'est le braquer avec une arme. Le money shot aussi. Ah bah oui, bon c'est pareil. Hein. Allez, on avance. Ah oui, parce que c'est vrai, il faut rendre à Karim Debache ce qui appartient à Karim Debache. Donc on parlait de quoi déjà? Alors, Hugh Jackman va essayer de rendre visite à sa fille, qu'il apparemment, on va le comprendre, vu qu'elle le reconnaît, il doit la voir en secret de temps en temps. Aucune gamine de 6 ans s'habille comme ça, Mais je suis désolé. non. Alors, non. Les gars, je vous rappelle ce qui est dit dans le film. Son beau-père est un producteur pornographique, sa mère est sûrement devenue une actrice pornographique, et ce qui est dit, c'est que, même si c'est pas forcément vrai, on ne sait pas, ce qui est dit, c'est est-ce que tu as envie que ta fille finisse sur les films de son beau-père? Et c'est pas tout. Plus tard dans le film, l'écharpe, le sort de truc rose moche, poilu là, qu'elle a là, dans la scène où on la voit pour la première fois, on la revoit sur le canapé de tournage dans la maison du producteur. Ce que je voulais dire, c'est que c'est son beau-père et sa mère qui l'habillent, et du coup que c'est normal qu'elle s'habille moche comme ça, ou pute. Alors moi j'ai pas dit ça, j'ai juste dit moche, mais après si toi tu veux. Moi en fait j'aime bien comment elle était habillée, c'est juste que C'est pas de son elle âge. est habillée façon un peu 70s en fait. C'est un truc d'ado ça, complètement pas de son vraiment. âge. Ok, donc Hugh Jackman va revoir sa petite fille et va se faire poursuivre par les flics qui étaient en planque devant le producteur porno. Alors, la course-poursuite, je vous l'explique, ils vont sauter un par un d'une falaise, de laquelle ils vont rouler pendant 2 minutes 30. Et 2 minutes 30, ça peut paraître court dans la vie, mais là, c'est très très long. Très 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 long. Et surtout quand tu vois, au départ il regarde la falaise donc l'insert Et dégueulasse c'est pas aussi long que ça. qui sert de falaise. Et non, et ça a l'air beaucoup plus abrupt. Oui, déjà, ça a l'air que tu tombes, tu meurs, et que de toute façon, tu tombes, tu meurs en quoi, 5-10 secondes. Mais là, non. Ouais, et puis l'autre il arrive avec sa Et voiture l'autre, sur la il plage. arrive avec tranquille. la voiture au dernier moment sur la plage. On ne sait pas d'où il vient. Je ne sais pas comment fonctionne Los Angeles et je n'ai pas envie de savoir. Mais il arrive à rentrer dans Hugh Jackman au moment où il arrive sur la plage et qui commence à s'enfuir. Les autres flics le rattrapent, enfin les deux autres qui avaient sauté de la falaise, parce que c'est logique, c'est ce qu'on fait quand on est flic. On est d'accord que quand ils sautent de la falaise, c'est vraiment, comme tu dis, 2 minutes 30 de 3 gars, je crois il y a Hugh Jackman et 2 qui le poursuivent, qui sont filmés avec des cuts, donc un coup Hugh Jackman, un coup War Machine, un coup voilà. Mais surtout, on a juste 3 gars qui font des roulés-boulés dans de la terre en descendant. Après, ils font du glissé-boulé-roulé sur une bâche qui est là, toujours sur cette falaise. Ils arrivent à se relever, ils continuent à courir, à refaire des roulés-boulés, 2 minutes 30 c'est loin, et ils se relèvent, et à ce moment-là, quand Hugh Jackman qui est en tête arrive à se relever, à se sortir de cette chute qui n'en finissait pas, il y a en effet la voiture de flic qui arrive et qui lui coupe le passage. Et Hugh Jackman rentre donc de plein fouet dans la voiture de flic. Et c'est long, et c'est long. Et ils font exactement la même chose en fait. Quand tu regardes, ce que fait Hugh Jackman, ça va être cut. On va voir War Machine. Il va faire quasi la même chose, ça va être cut, et tu vas voir le random Manos qui les suit, qui va faire exactement la même chose, cut. C'est 2 minutes 32, 3 mecs qui font la même chose. Ça. Déjà, c'est même pas 3 mecs, c'est 3 cascadeurs. Et le pire... Et les cascadeurs, ça reste des gens quand même, Vivien, ça reste des humains. Comment ça, c'est non des humains? tu respectes pas les... je te dis c'est 3 mecs, tu me dis non c'est 3 cascadeurs. Bah oui, c'est pas des Ça humains les reste quand même Moi cascadeurs. je pense Trois que mecs. c'est le C'est même des cascadeur que dans la scène d'ouverture de Twilight, je pense que c'est le même. Ah ouais, c'est celui avec le kawaii, c'est le robot avec le kawaii. Enfin, c'est Ouais, pas des ouais, robots, ouais, je pense en que vrai, c'est c'est le même, des clones, mais genre, c'est la même chose, quoi. Oui, pareil. Ce qui est incroyable, c'est que cette scène clones de me quoi fait dire
que Dominique Sena, le réalisateur, hein, pas le catcheur, ne pouvait pas faire, n'a pas réalisé ce film au premier degré. Il savait qu'il faisait un truc complètement nawak. De la merde. J'ai utilisé le mot nawak. J'ai pas dû utiliser ce mot depuis 10 ans. Tu vois le niveau de nawakitude. Je vois le degré. Non, mais je vois tout à fait le degré de nawaki. Et là, Olivier va être un enfoiré, il va prendre ce nawak, va le mettre dans le Priest, qui va sortir une semaine avant, comme ça. Toi, tu vas dire, oh, ça fait au moins 10 ans, la semaine dernière. Non, mais je vais sûrement le cutter, le mettre dans la bibliothèque de mots étranges de Vivien pour moi, mon petit plaisir le soir pour m'endormir. Mon ASMR à moi, c'est les meilleurs mots chelous de Vivien. Tous les soirs, je l'ai ma playlist. Vivien, endors-moi. Et hop, je m'endors comme un bébé. J'espère. Bref, après cette chute beaucoup trop longue et beaucoup trop chiante, on apprend que Hugh Jackman est surveillé par la police. Et que du coup, lui, même s'il sait qu'il est surveillé, il va continuer à travailler pour Gabriel, alors qu'il sait que si jamais il se fait choper en travaillant pour Gabriel, il ne reverra plus jamais sa fille. Bah, techniquement parlant, déjà, il a pas le droit de sortir du Texas, donc il est déjà Oui, mais ça, à la limite, genre, c'est un... dans Il est en l'illégalité. infraction en code de moralité du pas langage. le- Non, pardon, c'est pas Non, la même chose. non, mais là, Non, parce qu'après, on a encore une scène sur le corps d'Halle Berry où on voit qu'elle a un micro. Le micro, donc le moins bien caché de l'histoire des cachements de micro, parce qu'elle est toujours en mini-jupe et c'est sur sa cuisse, donc techniquement parlant, tout le monde peut le voir. C'est vrai. Mais elle dit qu'elle fait partie des stupes. Ça encore une fois, là pour le coup, quand tu vois le micro la première fois dans le film, tu fais, mais c'est le micro le plus mal caché du monde. Ah Comment bah c'est oui. possible qu'elle soit pas fait pincer encore? Tu m'étonnes. Mais à la fin, tu comprends qu'en fait, Ah bah, tout ça n'était qu'un plan C'était- machiavélique. bien sûr, mais non, mais c'est parce qu'il y avait besoin d'avoir encore un peu de son corps. oui, il fallait l'avoir à poil. à on a l'image. déjà vu ses seins. Maintenant, fallait avoir un plan plus, on va dire, plus global, un plan pied, où elle n'est pas du coup dénudée entièrement, mais où elle est en petite tenue. Parce que dans ce film, Bah, c'est ça, c'est elle est une en femme sous-vêtements. objet, et j'aime pas dire ça, j'aime pas voir ça, mais dans ce film, Halle Berry a accepté de jouer une femme objet. Après, c'était en 2000, donc on peut comprendre que c'était un peu la Non. norme. Aujourd'hui, ça se voit moins. Bah si, en 2000, c'était plus la norme. Je dis pas que c'est acceptable, juste que c'était plus la norme. Ouais. Bah oui, j'ai raison. Donc tu peux pas tergiverser en même temps. Moi, je veux bien que tu m'expliques enfin que tu argumentes, mais, là, pour le coup, tu peux pas. Je vois la norme dans le sens où c'est ce qu'on voyait. ça pue quoi. du cul. Pas la norme au fait que ce soit normal. Ah non, c'est que c'était la norme du fait que dans plein de films de cette époque-là, D'accord. t'en avais. C'est dommage, hein, mais bon. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après, on nous parle de l'opération Espadon. Donc une opération qui avait été faite par les stupes, nanani nanana, et qu'à la fin, ça avait, sur les 4 ou 6 ans, ça avait généré 400 millions de dollars. Sauf que cet argent-là, il dort depuis 15 ans. C'est ce qu'il nous dit T'as pris Gabriel. des bonnes notes, toi. Ouais, parce que ça me paraît complètement hallucinant. Donc 400 millions, 15 ans plus tard, 9,5 milliards de dollars. Ça a été multiplié par 21 en 15 ans. Ce n'est pas possible. Multiplié par 21 en 15 ans. C'était, Enfin, ouais, en 15 ans. dis-moi, c'était en quelle année que ça s'est passé? En 86, t'as 400 millions En de dollars. 86, tu as 400 millions de dollars. Je fais le calcul en direct. Hein. Vas-y. Le seul podcast cinéma qui vous fait faire des exercices de mathématiques. Bienvenue dans Faites entrer le film. 15 ans plus tard. Alors, j'ai que en euros, mais... ah ouais, non, mais ça va pas fonctionner, ça. Ouais, bah, c'est pas grave, On on s'en s'en fout. 15 ans plus tard, donc en 2001, Voilà, ça a rapporté 9,5 milliards de dollars. voilà. Donc, en tout cas, en France, hein, ça aurait rapporté pas 160 millions de plus. Pas 9 milliards. Ça a été multiplié par 21, c'est improbable. C'est le Bitcoin avant que le Bitcoin. Et bon, c'était mon petit côté tatillon un peu casse-couille parce que quand moi il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas... Les gars, faites semblant, faites des bons chiffres, quoi, merde. Je veux dire, ça a rapporté de l'argent, mais là, à ce niveau-là... Moi, il y a vraiment une scène dont j'aimerais qu'on parle parce que elle est un peu excitante. Visuellement, la scène qui va suivre. C'est Gabriel et Stan prennent la voiture pour aller discuter. Donc une voiture en plus boîte manuelle. Ça ressemble à une Porsche, mais j'ai pas bien vu le logo. Je saurais pas dire. Non, mais ça a l'air d'être une voiture anglaise.
pour le coup. Oui, bah c'est ça, parce Ouais. que déjà le volant est inversé, le volant est à l'anglaise. Et ils partent, et évidemment, ils sont d'un seul coup poursuivis par des voitures du gouvernement, les fameuses voitures, les GMC noires, machin. Et Gabriel, qui était au volant, demande à Stan, vas-y, prends le volant, je vais régler le problème. Et cette scène est très satisfaisante, je trouve, parce que évidemment c'est du grand n'importe quoi, mais Gabriel va sortir 2 armes, 2 flingues de ses poches, 2 armes de poing. Ah ouais, c'est Euh, magique. il va être, leur voiture va être encerclée, enfin vraiment à droite à gauche par 2 voitures du gouvernement, et il va tirer pile au bon moment, les bras écartés. C'est très angélique comme scène, c'est marrant parce qu'il s'appelle Gabriel. Il va tirer et dégommer chauffeurs et passagers de ces voitures-là. Après, bon, il va falloir encore s'énerver un petit peu, donc il va sortir une arme automatique. M249. de combat. Ouais, Enfin, genre une M60. Ouais, voilà. Et le nom de la voiture, c'est la TVR Tuscan S MK1. Donc voilà, pour ceux qui veulent se l'acheter, bah, vous pouvez maintenant. Voilà, pour les mécanophiles, allez-y, faites-vous plaisir. C'est donc MK M5 qui. À la fin, il y a des hélicoptères. Et à la fin, il y a un hélicoptère énorme en plus, Vivien, rien que pour toi. Et donc voilà, et cette scène n'a aucun sens, c'est la Michael Bay touch, en fait, vraiment du film. Les voitures volent, ça explose. Bah, ça m'a dans fait tous les penser, sens, il y a moi, des pour le armes. coup, volte-face. Complètement, tout à fait, tout à fait. Et ça se termine dans un bain de sang, évidemment. Et Gabriel et Stan s'en sortent avec une petite poussière à gauche sur le costume de Non, mais John ce qui est Travolta. magique, Ouais. c'est que, pareil, comme tu dis, c'est encore une scène cliché tu sais, de gunfight avec une voiture. Il va être face à une voiture, il va tirer donc avec sa machine gun. Il est en face, hein. La voiture va partir un peu sur le côté, se prendre un mur, faire un quadruple salto arrière, tomber dans le diner qui est derrière, et lui il a pas bougé un instant, tu sais, il a pleine confiance. Le mec il s'est pas dit à un moment donné, ah peut-être me rentrer dedans, non, parce que je suis un Parce méchant. qu'il est le personnage principal d'un film américain. Et voilà. Et peut-être parce que l'aura divine a fait qu'il était protégé. Non mais si on lit le film un peu moins comme ce qu'il est, c'est-à-dire on va dire un film pas ouf, un film moyen j'ai envie de dire, mais plus comme un film qui se moque de lui-même, grâce notamment à cette scène de début où on est un peu presque brisé le quatrième mur en parlant des films d'action, bah en fait c'est super précis comme idée. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais le fait qu'il reste en face et qu'il s'en foute, alors qu'au début il brise presque le quatrième mur pour nous parler des films d'action, alors même si c'est différent, il nous parle d'autres choses, c'est comme si là encore il était au-dessus du film et que par-delà on aurait non plus un film moyen, mais un film très intéressant sur le fait de réfléchir sur le film d'action dans les années 2000. Et c'est là que moi je vais avoir un problème. Parce que il n'est pas vendu comme ça. C'est un film qui n'est pas vendu comme ça. Et c'est un peu le même discours sur lequel je te rejoins, hein, Vivien. Qu'on avait par exemple sur Twilight. Ou de dire, il y a des choses qui sont marrantes, là où Kevin ne les voyait pas. Il y a des choses qui sont marrantes. On comprend que la réalisatrice dans Twilight se moquait du film par le biais de petits trucs de réalisation. Et là, dans Opération Espadon, on a encore ce même principe. On a cette impression que des fois, il se moque du sujet qui traite, et il se moque même de ce genre de film, en fait, tout simplement. Pourtant, c'en est un. Et le film est vendu comme un film d'action décérébré, un peu burné, etc. Mais ce genre de choses, c'est comme si le réalisateur fait un clin d'œil aux 3 potes qui étaient qui sont dans une salle avec lui, qui fait vous avez vu, j'ai mis ça, vous avez vu. Et du coup, je trouve qu'au final, c'est un peu mentir sur le contenu de ton film. Il y a pas. Tu montres ça au commun des mortels, les gens, ils vont pas se dire ah là je pense qu'il a voulu, parce qu'ils regardent pas un film en l'analysant, ils regardent un film pour se détendre. La plupart des gens c'est ça. Et nous quand on prépare un épisode, on regarde le film. Moi il y a des films presque que j'ai redécouvert parce que quand je les consommais avant, je les consommais comme un spectateur sans à aucun moment me dire qu'est-ce que veut vraiment me dire ce plan de caméra, cette chose, ce machin. Et les gens qui consomment Opération Espadon comme la plupart des gens comme un divertissement, ils vont pas voir tout ça. Ils vont juste voir un film d'action et certains vont se dire ouais c'était pas fou, ou d'autres vont avoir beaucoup apprécié, enfin, les avis vont varier. Mais il y en a la quasi-totalité des gens vont pas se dire ah j'aime bien le second degré que Dominique Sena a voulu intégrer dans ils s'en foutent. Et du coup ça fait un peu ego trip quand même. Je vois. Et je pense que tu as des films mieux dans ce côté où second degré ou critique du média.
Je pense que tu as d'autres films qui s'y prêtent mieux et qui te le présentent mieux que Opération C'est Espadon. Et pour faire encore plus simple, tu prends un film comme Deadpool. Deadpool est un film tiré d'un comics où on sait, moi j'ai pas lu les comics, mais je connaissais quand même très brièvement, c'est les grandes lignes tracées du personnage. Je sais que c'est un personnage qui est nonchalant, qui est pas forcément gentil et qui brise le quatrième mur en permanence. Et de fait, le film se vend pas comme un film de super-héros à la Marvel, mais bien comme un film de super-héros où le héros principal n'est pas forcément, c'est plutôt un anti-héros qui va briser le quatrième mur. On ne te ment pas sur la marchandise en fait, tu sais ce que tu vas voir et tu y vas en connaissance de cause. Ouais, je vois. Non, et puis en plus, je te rejoins carrément là-dessus, et notamment sur le fait, comme j'en avais parlé un peu plus tôt, je sais plus si j'en ai parlé pendant le podcast, mais que je trouve que le film se ment à lui-même, le film est malhonnête envers lui-même en fait. Malhonnête avec, avec ses spectateurs. Après, c'est encore une fois, je veux pas tirer sur l'ambulance, hein, le film, je l'ai jamais apprécié à 100%. Et on expliquera, je pense, en outro pourquoi peut-être on a choisi ce film et les raisons qui nous ont poussé à choisir ce film. C'était pas le choix premier à la base. Et, mais voilà. Et là, en le revoyant, c'est vrai que il y a des trucs, tu dis, putain, c'est vraiment, il tire quand même vraiment beaucoup sur la corde, les ficelles, elles se voient à des kilomètres. Et en plus, le film est victime de son âge, en fait. Il se veut très futuriste, attention, les écrans, les hackers, les trucs. Bah, au final, rien que tu as un plan sur le fameux téléphone dont on parlait tout à l'heure, ça date automatiquement le film. Et c'est un film qui a déjà mal vieilli, alors qu'il a il a 20 ans, quoi. Et il va encore plus mal vieillir, alors qu'il n'y a pas d'effet visuel de fou dans le film. Toutes les explosions mal vieillies. Ouais. Ah, les explosions sont très très moches, Ah, particulièrement l'explosion de l'hélicoptère à la fin. Même avant, tu sais, quand il y a pendant l'hélicoptère, t'as une personne qui tombe et qui explose. Ah oui, Oh oui, la vache. l'incruste des deux protagonistes qui tombent dans le vide et qui explosent. Ouais. C'était mieux fait en 91 dans The Crow. Et déjà, c'était dégueulasse dans The Crow. Et j'aime pas dire du mal de ce film. Mais là, c'est encore pire. C'est le premier film qui m'est venu, hein. Je suis désolé, il y en a d'autres. Après, peut-être que le réal avait envie, tu sais, de caler 2-3 trucs comme tu as dit, Vivien. Parce que c'est pas un scénario de lui. Donc déjà, peut-être que voilà. Donc je sais pas quel était son... Enfin, après, on n'a rien dessus, hein, mais c'est soit trop peu, soit pas assez. Ouais. Donc, soit il a pas fait, il en a pas fait assez, soit il aurait pas dû en faire, quoi. Mais c'est dommage. Mais continuons l'histoire de ce film quand même, parce qu'elle est très intéressante. Oui, puis Ouais. enchaînons, hein, en fait. On a, ça y est, là, du coup, encore une fois, grande spéciale. On a un peu... Arrêtons le narratif pour aller se concentrer sur ce qui nous accompagne... et puis bon, qui va nous mener à la fin en fait de l'émission aussi. En fait, bon, on va très rapidement retourner sur le début du film. Parce qu'il faut pas oublier, il y avait un début. Oui. Donc le braquage de banque, au final, tout ce que le hacker devait faire, voilà, c'est braquer de l'argent, de l'opération Espadon, tout ça. On va apprendre pourquoi. La raison, c'est parce que Gabriel, c'est pas un méchant, c'est juste un gars qui pense que tuer des gens pour une cause noble, c'est noble. C'est un ultra patriote américain en vrai. Pour protéger son pays, il est prêt à détruire tout le reste. Ce qu'on apprend en fait, c'est que lui, il est là pour faire la guerre contre le terrorisme. C'est pour ça qu'on parlait que ça sortait un peu au mauvais moment, on va dire. Il est là pour, voilà, il dit, il nous détourne un avion, on pète un aéroport, il tue des touristes, on explose une ville, tout ça. Il est là pour combattre le terrorisme parce que l'État ne le combat pas, tout ça. Donc c'est un faux méchant gentil, mais pas vraiment, qui tue des gens, mais pour des bonnes raisons. Il applique la loi du talion, c'est un petit peu œil pour œil et dent pour dent, sauf que dans son discours, ça va être œil pour face et dent pour mâchoire, tu vois. C'est... On tue, vous tuez une mouche chez nous, on éclate l'intégralité de votre... Ah c'est ça, c'est vous nous touchez, j'ai pas de métaphore. Vous ramassez puissance 100 quoi. C'est ça. Il a de quoi faire parce que apparemment, hein, sur eBay, tu peux acheter des têtes nucléaires à 40 millions de dollars. Et si t'en achètes 12, Et t'as une réduction sur la 12e. Voilà, donc là on a quelque chose d'intéressant, on va dire, dans l'écriture, mais qui est vraiment amené très tardivement, je trouve, et qui est très complexe à comprendre après cette heure de conneries. On te met ça dans la gueule et on te dit,
Maintenant, réfléchis. Mais on te présente Gabriel comme un personnage complexe, un personnage qui a changé d'identité un nombre incroyable de fois, qui a changé de visage autant de fois qu'il a changé d'identité. Il est présenté comme quelqu'un de manichéen, calculateur et de très complexe. Et au final, cette complexité, tu la vois absolument pas. Enfin, il dégage une aura de mystère parce que, genre, à aucun moment il va te dire son plan et puis c'est toi qui dois le suivre. S'il a envie de t'emmener quelque part pour te faire boire un café, par exemple, il va te dire, toi, maintenant, en voiture, on y va. Il est mystérieux. Mais du coup, à aucun moment on dévoile ce mystère où on t'en donne de la substance. Et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin du film, quand l'acte 3 va commencer, où d'un seul coup tu comprends quelles sont ses intentions, etc. Du coup, les enjeux du film n'étaient pas déclarés au début du film. En tout cas, à la limite qu'on essaie de te mener en bateau dans un film, c'est le jeu, tu vois. Parce que, encore une fois, la scène du début se passe là où va le reprendre l'acte 3, et toi en tant que spectateur, tu as tendance à oublier ce que tu as vu au début, money shot ou pas money shot, et c'est là où tu vas faire « Ah ouais, c'est vrai, je me souviens, ça commençait comme ça le film ». Il y a un twist qui s'opère à un moment donné, et là, il s'opère pas du point de vue des enjeux de Gabriel, du coup, c'est une coquille vide. Ouais, et puis il y a un truc important aussi, c'est que tu vois qu'il est en relation avec un sénateur. Jusque-là, ça va. Mais à aucun moment, tu vas savoir si c'est un agent gouvernemental ou si ça a été un ancien agent de la CIA ou d'un truc un peu... Il va juste te parler de la loge noire qui aura été créée par Edgar Hoover, donc l'ancien directeur du FBI, mais on ne sait à aucun moment s'il est juste patriotique et donc qui se fait un peu sa loi lui-même, ou si c'est un agent détaché... des États-Unis et donc qui remplit des missions qu'on lui donne. Et je trouve ça un peu dommage que on n'ait pas ne serait-ce qu'un début d'élément de réponse. On nous perd là-dedans. Moi, tu me parles de Loge Noire, tu me parles de ex-truc du ça. Moi, tout ça, j'ai vu le film, mais j'en ai aucun souvenir. Il y a trop d'infos qui sont juste de name drop comme ça, et du coup... quand on doit t'apporter des réponses et qu'elles sont pas lâchées au hasard, mais au final elles sont lâchées de manière tellement hasardeuse que quand vient le moment du twist, le moment des révélations, soit t'as oublié, soit l'impact émotionnel que tu dois avoir à ce moment-là, il est complètement inexistant. Et c'est dommage. Si je prends comme exemple Sucker Punch, qu'on a déjà traité dans l'émission, allez voir cet épisode, il est incroyable. Sucker Punch te dit dès le départ, on va pas vous prendre par la main les gars, faites-vous votre propre idée. Moi je suis là pour délivrer un truc, comprenez ce que vous comprenez. T'es lâché dans Sucker Punch complètement. Et le film te prend pas par la main, mais il te le dit. Enfin, il te le fait comprendre. Et du coup, c'est à toi de te démerder tout seul. Mais tu le sais. Là, dans un film comme Opération Espadon, déjà, t'as rarement quand même des films d'action où on te dit tu vas comprendre tout seul. Normalement c'est très très segmenté et il y a un cahier des charges très précis pour ce genre de film. Et lui a voulu sortir un peu des sentiers battus. Du coup, ça fonctionne pas. Et tu t'attendais à être pris par la main et tu l'es pas tant que ça. Et tout ce qu'on va te révéler tombe à l'eau. Du coup. C'est vrai. On va avancer du coup. Ouais, parce que j'ai beaucoup trop parlé. Non, mais parce que globalement, en fait, on n'a pas besoin d'en dire plus parce qu'on n'en apprendra pas plus. On arrive sur la fin, donc Hugh Jackman va devoir faire ses derniers codes informatiques, tout ça, parce que, on va dire, il est menacé par le fait que sa fille soit un peu en otage. Il va réussir à faire enfuir sa fille. Pas un peu, complètement en otage. Il va réussir à faire enfuir sa fille, mais en faisant un peu un coup de pute à Travolta. Il va devoir rester, continuer ses magouilles. Et là, on va encore nous introduire un truc qui nous est passé très brièvement dans le film, le rapport à la magie, au détournement d'attention. En fait, pendant une scène, on va nous parler pendant à peu près 10 secondes que comment Houdini fait disparaître un éléphant en détournant l'attention. Je sais plus quand on nous dit ça, mais voilà, c'est un truc qu'on te drop et que tu oublies. Et qu'ensuite tu retrouves dans le fait où John Travolta avait demandé un avion sur un aéroport et qu'au final, il va se faire envoler dans un hélicoptère. Enfin, dans son bus, dans un hélicoptère. J'adore les hélicoptères. C'est un très gros hélicoptère, en fait c'est très intéressant, c'est des hélicoptères conteneurs. Je sais pas si vous voyez, mais en gros les roues, il y a une capsule et des... Enfin, je m'arrête là, parce que j'ai vraiment l'air d'un taré. Oui. Donc... Non, mais t'aimes les hélicoptères, ces énormes hélices, ces grosses pales, ce bruit de moteur qui démarre. Ça ronronne. Non, ce qui ronronne, c'est l'espèce de fauve que j'ai sur mon épaule en ce moment, et que malgré le casque et tout, j'entends ronronner, c'est un diesel le truc. Très mignon.
Du coup, l'hélicoptère va poser le bus sur un toit. Tout est normal dans ce que je dis, vraiment. Les otages vont être, on va dire, relâchés, hein, désactivés, pendant que Travolta monte dans un autre hélicoptère, cette fois tout noir. Donc c'est un hélicoptère plus basique, un hélicoptère de transport de passagers, comme vous pouvez vous imaginer un hélicoptère. Et s'envoler, Hugh Jackman va prendre un lance-roquette et exploser l'hélicoptère au-dessus d'une ville. Je veux dire, il n'y a pas plus inconscient et Normal. dangereux. Aucune connaissance militaire, mais il y arrive. Mais sans voilà, problème. il a bien visé. Explosion Normal. très moche. Et là, on arrive à la fin du film où Hugh Jackman va reconnaître, je sais pas comment on appelle ça, faire une reconnaissance de corps, c'est ça? Il va identifier le corps, il va dire oui, bah, c'est bien lui. Et là, il va réfléchir à un autre truc qu'il a vu dans le film. Et à la phrase qu'il a dit de détournement qu'il a entendu, oh, faut détourner l'attention, Houdini, tout ça. Donc, gros flashback, tout ça. Et surtout, t'as ça juste après qu'on dit que le corps de Ginger n'a pas été Ouais, retrouvé. voilà, c'est ça. Le corps de Ginger n'a pas été retrouvé. Alors, le Ginger a été abattu après avoir été pendu, en gros. Pour faire en sorte que Hugh Jackman, qui du coup l'aime, je suppose, pirate pour pas qu'elle meure. Voilà, c'est encore de la menace. Voilà, c'est de la menace. Et Ginger aurait été abattu ensuite par Travolta. Ce qui se passe, c'est que on a ces flashbacks, un flashback notamment qui enfin est expliqué. J'ai cru que j'allais pas avoir d'explication dans ce film de ça. À un moment dans le film, Hugh Jackman se retrouve dans une cave à vin. Et là, il y a le corps de John Travolta. Du coup, il s'enfuit parce qu'il a peur. Et il croise John Travolta vivant dans les couloirs. J'ai cru que ce film partait vraiment dans un truc bizarre. Et c'est expliqué là. En fait, c'est un faux corps, ou du moins, c'est un corps maquillé en corps de John Travolta pour simuler sa mort. Et il comprend qu'en fait, John Travolta et Ginger sont partis récupérer l'argent que Hugh Jackman a déposé dans une banque à Monte-Carlo. Et sont partis finir leur travail d'antiterroriste à l'étranger. Et fin du film sur une explosion encore très moche d'un bateau. Alors, Olive, Oui. raconte-moi tout. Alors, je suis né le 31 décembre 1978. Non, à Pardon. partir de Opération Espadon. D'accord, donc Opération Espadon, donc c'est un film que j'ai vu au cinéma, j'en étais sorti mi-figue, mi-raisin, mais avec quand même l'impression d'avoir passé un bon moment, donc c'est ce qui était le plus important. J'ai dû le revoir 2-3 fois depuis sa sortie en DVD, etc. Et ça fait partie de ces films où je n'arrive pas à me rappeler la fin. À chaque fois que je repense à Opération Espadon, je me souviens des scènes clés, le money shot évidemment, la turlute et 2-3 scènes encore comme ça, mais la fin, elle m'échappe à chaque fois. Je sais qu'il y a un twist, un espèce de machin, mais j'arrive pas à m'en rappeler. Et là encore, hein, quand je l'ai regardé pour préparer l'émission, pareil, je me souvenais pas de la fin. Et bon, déjà à la fin, à chaque fois, je suis déçu. Et au final, avec les années aidant, ouais, c'est un divertissement chouette. Comme on a expliqué plusieurs fois, je pense que c'est un ego trip peut-être par moment du réalisateur, si vous le voyez comme nous on l'a perçu, mais si vous y allez de manière vraiment pour chercher un film popcorn, vous aurez ce que vous voulez. C'est un film que vous allez consommer et oublier en fait. Donc c'est pas un incontournable du tout. Mais il y a peu de chances que vous soyez déçus. Il y a des explosions, il y a tout ce qui, toutes les composantes d'un film d'action sont là. C'est juste le fond qui est extrêmement vide. Et le film, malheureusement, subit le temps un petit peu trop. Et c'est bien dommage. Voilà, ce D'accord. sera ma conclusion. Très intéressant. Kev? Moi, c'était un film qui, c'est pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, que j'avais. Un bon souvenir, on va dire, mais ça doit faire 10 piges que je l'avais pas vu facile. Et après coup, non, j'arrive pas à sauver grand chose de ce film en vrai. Je l'ai regardé parce qu'on devait le regarder, et puis j'y suis allé en mode ça me fait plaisir, un film que j'avais peut-être apprécié et tout. En fait, non, donc il n'y a pas grand chose à en tirer. Ouais, il y a des explosions pas belles, il y a un scénario un peu tiré par les oreilles. Donc, si je devais vraiment conseiller un film d'action, ça serait pas celui-ci. Mais faites-vous votre propre avis, hein, c'est toujours le plus important. Mais dans cette même génération, dans cette même époque, il y a de meilleurs films qui pourtant ont des défauts aussi. Mais ouais, celui-là, c'est pas un petit goût amer quand même. Hein. D'accord. Et toi, Vivien? J'ai envie de dire, ça se consomme comme des chips. C'est rapide,
Tu t'as un petit goût salé dans la bouche et puis tu bois de l'eau. Je ferai pas de blague. Ah putain la vache, tu m'as perdu avec ton histoire de chips d'eau là, je sais pas trop quoi. Non, en fait, ce film n'est pas bon, mais il y a des trucs que vous pouvez aimer. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'esthétique moche et le jeu de John Travolta. Et vous, peut-être, vous aimez beaucoup les voitures qui explosent, parce que c'est les seules belles explosions en fait du film. Enfin, belles. Moins mauvaise explosion du film. Et les hackers, et du coup, vous aimerez ce film. Voilà. Mais c'est pas un bon film, mais c'est certainement pas un incontournable. Dominique Sena, il a pas fait grand chose, mais il a quand même fait 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Donc, c'est marrant quoi. C'est un film 60 secondes chrono, je l'ai Ouais. vu au cinéma et je l'ai jamais revu. Et t'en avais pensé quoi? J'en garde un souvenir flou parce que je n'étais pas seul au cinéma. D'accord. Dans tous les cas, ce film, vous pouvez le voir. C'est pas forcément un mauvais moment à passer. Il y a quand même des idées dans ce film intéressantes. Mais il n'y a pas grand chose. Et le fond inexistant englobe le fond important et complexe qu'on te balance à la fin. Du coup, globalement, tu vas te poser des questions, mais tu vas dire oh, ça fout un mal de crâne, j'arrête. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous vous forcez pas à regarder ce film, mais allez le voir si vous êtes curieux et si vous voulez comprendre un peu plus ce qu'on a dit dessus. Et pour vous faire votre propre avis, tout simplement, et ça vous permettra aussi d'avoir un élément de comparaison pour d'autres films d'action, ou plus mauvais ou meilleurs, qu'on fera peut-être dans l'avenir, ou que vous-même vous verrez. Vous aurez Opération Espadon, ou Attraper l'Espadon, ou n'importe quel nom vous voulez lui donner, et vous pourrez vous baser sur ça pour dire ça c'est moyen, bah ça c'est pire, et ça c'est meilleur, quoi. J'aime pas de classifier comme ça, hein, mais en gros, j'ai envie de dire. Voilà. Merci Vivien. Donc pourquoi aussi on a choisi Opération Espadon? Tout simplement parce que plusieurs raisons à ça, mais la principale c'est que la semaine prochaine, sera l'épisode 30, et le dernier épisode momentané de présentation de Vivien, et aussi la fin de la saison 1 de Faites entrer le film. Ne vous inquiétez pas, la saison 2 elle arrive la semaine suivante, hein, pas de soucis. C'est un très gros épisode, un gros chantier qu'on a commencé à préparer, qui va nous prendre du temps. Donc on voulait, pour se simplifier la vie, faire un film qui soit... Je l'imaginais meilleur en fait, hein. Opération Espadon, c'est moi qui l'ai proposé au garçon. Et bon, au final, il est pas bon. Normalement, on devait faire un bon film. Là, c'est un film moyen, tant pis. Mais la semaine prochaine, voilà, ça va être un très très gros. Enfin, dans 2 semaines, enfin, je sais plus quand. L'épisode 30 sera un très gros épisode et qui va nous demander beaucoup de travail. Du coup, on voulait pas trop se prendre la tête avec un film bon et peut-être un peu complexe. Et on s'est rabattu sur Opération Espadon. Voilà. Et pourquoi, Vivien, c'est quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va s'attaquer à du lourd et à du long, parce qu'on va s'attaquer à Hit et Hit 2, les remakes de 2017 et 2018, ou 2019, je ne sais plus. Donc ça va être beaucoup de travail, comme tu l'as dit. Pour ceux qui savent pas, c'est ça. Ah oui, pardon, ça, le clown. l'adaptation des livres de Stephen King. Je sais pas, Kevin, tu dis ça et t'as montré un truc, je comprends pas, c'est Oui, quoi? bah c'est ça, parce que j'ai l'affiche du film là. Et moi j'ai les livres à côté, c'est ça. Ah d'accord, ah ça. Ah, vous la voyez pas? Ah merde. Donc ouais, ça va être un gros chantier et une façon d'aborder le projet différente. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Voilà, oui. voilà. Bah déjà 2 films en Inde, et c'est déjà une première. Oui, on ne va pas l'attaquer de manière chronologique. Non, on va l'attaquer du... Je pense On qu'on va peut le l'attaquer, dire. on va dire que Olive... De la façon dont Vivien nous dira qu'on doit attaquer. Olive m'a aidé aussi, hein, faut pas le... Voilà, on a un plan... J'espère que ça va vous plaire quand même, parce que c'est très différent du coup, du style éclaté. Voilà, on va s'aventurer dans autre chose. Vous proposez un épisode 30 spécial qui sera sûrement un peu plus long, mais voilà, on va essayer de le faire tenir en moins de 2 heures. Vraiment, c'est flou, hein, on n'a pas tourné encore, on sait pas. On va essayer de le faire tenir en moins de 2 heures pour pas que ce soit trop chiant pour vous. Si vraiment on voit que c'est trop long, on le mettra en 2 épisodes. On en a déjà discuté vaguement, mais on aimerait vraiment que ça tienne en un seul épisode. Et ne pas suivre la chronologie des films qui déjà sont complètement anachroniques. Enfin voilà, Ouais. on est dans le passé, dans le présent, dans la diégèse du film, etc. Donc voilà, on va vous faire un truc propre et on voulait donc se faire un film plus léger cette semaine pour pouvoir attaquer du très très lourd la semaine prochaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour Hit et Hit 2. En attendant, portez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, lâchez un commentaire, un petit like si vous avez aimé.
Et puis, on se donne rendez-vous dans une semaine. Des gros bisous. Bye bye. Salut, bisous. Bisous.